De tous les mystères du monde, une seule question subsiste, sans réponse. Mais qui est Juppé? Générique, générique, générique. Bah, vous allez voir. L'émission a commencé. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans Drapeau Rouge de podcast cinéma. Je suis votre humble serviteur Florian Hepp. À mes côtés, comme d'habitude, Guillaume André Petit, le gars. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Est-ce que Flo. Ça va, Guillaume André Petit? Oui, très bien. Eh bien, si le gap va bien, tout va bien. On va s'élancer Comme aujourd'hui. l'émission de notre cher ami Microciné. Oui. Voilà. Ah oui, tout va bien, oui, Tout va pardon. Bien Oh. sûr, et qu'on embrasse. Bah oui, on les embrasse. Bien sûr. Aujourd'hui, 2 films au programme. Aujourd'hui, on va construire des bâtiments, auditeurs et auditrices de Oh Drapeau oui. Rouge, ensemble. Dans un premier temps avec... Tous ensemble avec Marc Emmanuel. Ah oui, Putain, j'ai la ref. jamais saisi... Enfin, jamais réussi à cerner Marc Emmanuel. Moi non plus. Non, mais c'est vrai. Mais Bonne personne ou je suis profiteur? tombé hier sur un réel qui disait que devient Marc Emmanuel. Voilà. Et qu'est-ce qui devient? Je m'en souviens déjà plus. C'est terrible. C'est que l'histoire m'a pas passionné. Non, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à Ouais, bah... dire. Malheureusement. Après, moi, j'ai jamais été trop fan de ces émissions de rénovation, j'avoue. Ça m'angoissait un peu. Oui, non mais... Mais après, je Oui. sais que t'aimes bien tout ce qui est design d'intérieur et... T'inquiète, on va recouper. Oui, Toi, non, t'es- j'aime bien, mais... Bah, faut voir déjà comment est décoré l'appartement du Gap. Hein. On y est en ce moment. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de Marc Emmanuel ni de Valérie Damido. Oh, mais merci beaucoup. Ça, il faut le dire. Merci. Ça, il faut le dire. Et en parlant de design d'intérieur, l'architecture, que tu aimes Oui, également, j'aime bien. C'est on quelque chose parle- que j'apprécie. Donc le programme de l'émission, pour revenir à ce qui nous intéresse, on va aller voyager tous ensemble dans la France de 1983 à 1987, si je ne Ouais, m'abuse, c'est un ça. petit peu plus, la grande France de François Mitterrand des années 80, la France socialiste. J'ai déjà trop de Goga. blagues à faire, je suis désolé, il faut qu'on fasse le programme avant de rire. Voilà. Donc, Oui. d'abord, on ira donc comme pour L'inconnu de la Grande Arche de Stéphane de Moustier, pardon, et ensuite nous voyagerons dans les années 40. 1949. Et oui, un film de 1949 de Fountainhead, de son titre original, traduit Le Rebelle, de King Vidor, qui nous parle également d'architecture. Et je veux juste, avant Vas-y. que l'on débute, rendre... pour moi, c'est un épisode hommage à Homayoun Erskadi, Bien sûr. qui est un acteur iranien qui est décédé aujourd'hui même. Oui. Et qui joue le rôle principal le goût de la cerise de Abbas Ah ouais. Kiarostami. Et ça a un lien avec l'épisode d'aujourd'hui parce que cet acteur, son premier rôle, c'est le goût de la cerise. Et Oui. il avait 50 ans à l'époque. Oui. Et avant ça, il travaillait dans l'architecture. Il a oui. toujours travaillé dans le domaine de l'architecture. Et il était révélé par Abbas Kiarostami en tant qu'acteur très, comment dire, Tardivement. très tardivement, merci. Et donc voilà, c'est un hommage aujourd'hui. Bien sûr. On a appris son décès aujourd'hui même, le jour de l'enregistrement du podcast. Immense acteur, découvert tardivement, à l'instar de Johann Otto von Spreckelsen, l'architecte qui a, C'est vrai qu'il y a des liens Ouais. partout aujourd'hui. à l'initiative de cette grande arche de la Défense, splendide monument à la gloire d'une France, je plaisante, pardon, mais en tout cas l'architecte qui a gagné le concours à l'époque organisé par... Il faut dire que toi, t'as un attachement particulier. Enfin, Il faut le dire, la Défense, c'est un peu ma deuxième maison. Là, j'habite à côté de la Défense et c'est vrai que j'y traîne pas mal de temps depuis quelques années. Donc c'était intéressant de... bon, on va revenir un petit peu plus en détail sur... j'avoue ne pas avoir été 100% emballé par le film. Ok. Je l'annonce au T'annonces. micro, avant tout. Mais donc, Johann Otto von Spreckelsen, qui a gagné cet appel d'offres pour créer un monument à la Défense, il décide de faire un cube, un immense cube, il le dit parce que Paris a beaucoup de monuments, beaucoup de formes, mais il n'a pas de cube. Un cube ouvert. Un cube ouvert, voilà. Ce qui
vaut l'espèce de petit double nom qu'on appelle plus souvent l'arche que le cube d'ailleurs, puisqu'il est ouvert. Et on va voir du coup, le film va nous montrer comment cet architecte va essayer de mettre en place sa vision artistique et comment on va essayer de lui mettre des bâtons dans les roues, de l'en empêcher, les péripéties qu'il va rencontrer. Il va y avoir, ça va être mêlé aussi à la politique, puisque donc c'est la France, je mets 15 guillemets autour de la prochaine expression, mais c'est une France de gauche qui va faire cet appel d'offres. Et entre-temps, il va y avoir donc la cohabitation en Les législatives. 87, si je ne m'abuse. Les législatives 86 Non, 87. Ouais, enfin, à un moment Dans donné, cette période-là. il va y avoir les législatives qui vont être perdues par la gauche et donc l'Assemblée nationale va être 100% de droite, ce qui va mettre encore plus de bâtons dans les roues à ce chantier de l'Arche de la Défense. Et on va suivre un petit peu les tourments de cet architecte-là, interprété par un acteur danois qui n'est pas très connu en France, mais qui avait joué dans The Square notamment de Oslund. Et pas mal, enfin en tout cas moi je me rappelle l'avoir vu dans ce film-là, qui est un acteur déjà que j'aime beaucoup, enfin qui est très très, qui a vraiment une gueule qui est très classe, qui La est physique. ouais, il a un très grand, très carré, il a On un le peu voit à un moment donné, il y a un plan où il est collé à Swan Arlo. Ouais. Et tu vois la différence de physique qui est assez exceptionnelle. Mais c'est et il est un peu monumental comme à l'instar de son cube quoi. C'est un grand monsieur. Son cube. L'œuvre de sa vie en tout cas. Non mais en tout cas du cube qu'il voudrait. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que toi déjà c'est réalisé par Stéphane de Moustier aussi, Oui. pardon, je l'ai pas dit, c'est son 5e long métrage. Il avait réalisé, c'est surtout ses 2 derniers longs métrages avant celui-là qui avait été repéré. Donc il y avait La fille au bracelet notamment et surtout Borgo qui avait j'ai vu que Borgo. Qui avait valu un César pour Avia Herzi. Borgo qui était un film sur la prison qui se passait en Corse, qui était un très bon film. Oui. Que j'avoue. Très, très bon souvenir. Avoir déjà trouvé un petit peu surestimé par la critique pour ma part. Voilà, bon, on en parlera un peu plus. Le Gap, je crois que toi, déjà, tu l'attendais beaucoup, ce film, en tant que fanat d'architecture, fanat de François Mitterrand et de Stéphane de Moustier. Pour qui tu me fais passer? Non, après, par contre, du coup, ce film était aussi à Cannes cette année, dans la catégorie Un certain regard. Oui. Et il est adapté d'un livre qui s'appelle juste La Grande Arche, qui est plus concentré vraiment sur sur la construction de comment s'est construit ce bâtiment, un peu moins sur l'architecte, et c'est du coup Stéphane de Moustier qui a voulu ajouter ce truc plus humain sur l'architecte qui est derrière cet édifice. Du coup, moi j'ai bien aimé ce film. Comme tu disais, le domaine de l'architecture est quelque chose qui m'intéresse. Oui, mais ça tombe bien, c'est le thème de l'épisode aujourd'hui. Ah ouais. D'ailleurs, Stéphane Le Moustier qui avait fait des films de commande pour des trucs d'architecture. Mais oui, parce qu'il bossait avec le ministère de la Culture avant de faire du cinéma. Exactement. Et il bossait notamment dans la partie architecture. Je l'ai noté, il travaillait à... Comment ça s'appelait? La Direction Générale des Patrimoines et de l'Architecture. Tout à fait. Qui est au sein du ministère de la Culture. Et je sais pas, il y a un truc qui m'intéresse de l'architecture, je sais même pas trop comment l'expliquer d'ailleurs, il y a un rapport matériel, je sais pas, il y a un rapport technique, un lien entre l'art et le besoin, la nécessité publique, une trace d'une époque qui traverse le temps, je sais pas, il y a un truc qui me prend là-dedans. Bon. Bien sûr. Et pour moi, l'art de l'architecture peut être un peu comparé au cinéma. Oui. En tout cas, l'art cinématographique, l'idée créatrice qui sort de la tête d'un artiste, mais qui est obligé de s'inscrire dans un collectif pour la réalisation de l'œuvre, pour que ça fonctionne. Et du coup, ce que fait de Moustier là, c'est qu'il montre, donc encore une fois, c'est une histoire réelle,
Même s'il y a des choses qu'il a ajoutées qui ne sont pas réelles, ou en tout cas qui pensent ne pas être réelles. Oui, il a romancé Il une a, partie ouais, de la vie qu'il ne pouvait pas connaître, notamment la relation avec sa femme. exactement. De ce que j'ai lu des interviews, c'est qu'il avait aucune info sur ce mec, ou Ouais. pratiquement pas. Même les gens que l'on voit dans le film, qui joue un rôle d'un personnage qui a vraiment existé, qui a vraiment Mhm. rencontré cet architecte, de Moustier a essayé de les rencontrer, et même eux n'avaient pas grand-chose à dire sur lui. Mhm. Donc c'était très compliqué, et de ce qui avait été dit, c'est que il était toujours accompagné de sa femme. Mhm. Donc avec ça, de Moustier a décidé d'en faire un personnage plus, comment dire, un personnage vraiment présent Ouais. dans le film. Et bon, bref. Et en tout cas, du coup, de Moustier, il arrive plutôt bien, je trouve, à décrire les luttes entre l'ego de l'artiste et le collectif. Et sur le fait qu'il faut faire des compromis, euh, qu'il faut accepter que l'idée de base est dénaturée. Mhm. Et je trouve que c'est assez compliqué pour un artiste. Et de Moustier arrive plutôt bien à le retranscrire. Mhm. Voilà. Donc, et j'aime bien enfin, j'aime bien. Le personnage de Otto, du coup, dont on venait de parler, donc l'architecte, et je trouve qu'il est un personnage assez particulier. Je sais pas, il est toujours, enfin, comment, la manière dont de Moustier le présente en tout cas, il est toujours un peu en dehors de la société. Même déjà, la première rencontre, il est au milieu d'un lac au Ouais, ouais. Danemark en train de pêcher. C'est, il a pas l'air de comprendre les rouages de cette société. Il ne veut pas, il y a des exemples, il veut pas l'aide d'un ordinateur pour Mhm. faire les plans. Il déclare que son projet n'est ni de droite ni de gauche lorsque la droite gagne les législatives. La droite qui décide de ne plus financer le Mhm. projet. Il n'en a rien à faire des normes, des coûts. Il se concentre que sur la finalité de son œuvre. Et je trouve il se fout même du processus de construction, j'ai l'impression. Mhm. Là où le personnage de Swan Harlow est complètement là-dedans, après c'est son rôle. Et ça l'intéresse pas. Et je trouve que... Et même, du coup, il y a la scène avec Alain Juppé, la fameuse. Oui. Qui est Alain Qui Juppé? est Alain Juppé. Oui, enfin, le personnage d'Otto tombe des nues parce qu'il fait face à une politique économique libérale qui Mhm. veut tout privatiser. Et ça se voit qu'il sait pas comment réagir face à ça, parce qu'encore une fois, il est pas dans ces rouages-là. Et du coup, j'arrive pas trop à me positionner par rapport à ce personnage. Pas si individualiste que ça, parce qu'il fait quand même des efforts pour être dans un collectif. Enfin, c'est lui qui va chercher le personnage de Swan Harlow. Euh, Oui, mais pour justement déléguer les choses dont il n'a pas envie de s'occuper, et qui sont, comme tu disais, c'est vrai. les côtés justement un petit peu réels de le processus de construction. En fait, j'ai l'impression que lui se considère vraiment comme un artiste et qu'il a besoin de, et qu'en fait, il méprise un petit peu même Ça, oui. les travaux, les coûts. Oui. Ça, oui. Après, c'est intéressant ce que tu as dit au début. Sur l'architecture qui ressemble au cinéma, l'architecte et le réalisateur qui sont un peu qui ont un peu le même travail finalement. C'est oui, effectivement, de joindre l'industrie et l'art Mhm. en faisant des compromis, en ayant une idée qui doit passer par Les plusieurs producteurs, personnes. ouais. Voilà, pour faire. Mais moi, je trouve que, bah, en fait, on parle du coup, on va parler du rebelle qui était dans les années 40 à l'époque. Je trouve que ça, c'est un. Il y a déjà beaucoup de films qui ont abordé ce sujet-là. Ça, oui. Ça, Et oui. je trouve qu'il apporte pas grand-chose de plus. Je vais commencer par le côté positif. La première partie du film m'a beaucoup plu. Parce que justement, on a un petit. Je trouve que le film a un petit peu de recul sur ce qu'il montre. Il y a un petit côté décalé, humour, même, tu vois, le personnage de l'architecte qui est un petit peu à côté de ses pompes, enfin pas à côté de ses pompes, mais qui est à fond dans son cube, rien d'autre ne Mhm. l'intéresse, ce qui fait que du coup il est décalé par rapport aux autres, il comprend pas les enjeux économiques, les enjeux humains, etc. que ça va apporter jusqu'à
quand il va chercher le marbre, commander des milliers, de 5 hectares de marbre. Il part en Italie avec sa voiture. Oui, voilà, il y va en voiture. Paris. Il part en plein milieu d'une réunion pour aller chercher son marbre. En fait, je trouve qu'au début, dans la première moitié du film, c'est intéressant comment c'est pas de la moquerie, mais en tout cas, on a un petit peu de recul sur ce personnage. Et la deuxième partie du film, je trouve, part dans un espèce de portrait d'artiste tourmenté, un peu artiste maudit, trop premier degré pour moi. Okay. Où à un moment donné, c'est le cube de la défense. Enfin, je t'adore. Et l'architecture, c'est super, c'est trop beau. Effectivement, tu l'as dit, c'est même le fait de créer des lieux qui sont à la fois paysages publics. Parce que je pense que Demoiselle, ce qu'il n'arrive pas trop à faire, mais je pense que c'est parce qu'il en a pas grand chose à faire, quoique, c'est que je pense qu'il parle pas assez du contexte. Ouais. Et l'importance à ce moment-là des grands travaux initiés par Mitterrand, même s'il y a des plans sur la construction de la pyramide du Louvre, oui, pour un peu faire comprendre ça aux spectateurs, de dire voilà, il y a un moment où ils ont pour laisser sa trace comme beaucoup d'autres chefs d'État dans l'histoire de ce monde. Et Mitterrand a décidé de faire en sorte qu'il y ait des constructions monumentales, ou en tout cas des choses qui dénotent pour laisser sa trace. Oui, il voulait à tout prix avoir un héritage dans le Paris moderne, quoi. La fameuse voie royale. Oui, voilà. La voie royale Champs-Élysées, la voie royale franc-maçonnique de triomphe et arc de la défense. Mais c'est intéressant, le personnage de Mitterrand dans le film, c'est intéressant aussi, parce que, déjà, j'ai trouvé ça intéressant qu'il n'aille pas sur l'imitation. Oui. Je trouve qu'il prend le parti de physiquement, d'ailleurs. Physiquement, c'est Michel Faux. Michel Faux, voilà. Qui ressemble absolument pas à Mitterrand. Tout est dit. Non. Tout est dit. Mais oui, il prend le parti de prendre un Mitterrand plus symbolique que physique, c'est-à-dire de montrer un espèce de Mitterrand opulent, un petit peu limite qui agit comme un roi en fait. Ouais. Et c'est ça qui m'a un peu déstabilisé avec le personnage de l'architecte, enfin pas déstabilisé, mais en tout cas où je l'ai trouvé, où j'ai eu du mal à être de son côté, et c'est qu'il a vraiment un côté mépris. Ah non, mais après, moi, je dis pas que je suis de son côté. Non, mais je ne t'accusais pas de complicité. Non, mais je trouve qu'il a vraiment un côté mépris, et que, en fait, c'est vraiment, je parle au président. J'ai l'impression un peu de voir un truc, tu sais, ouais, vraiment, qu'on est au 18e siècle, et que c'est le roi avec... Comme tu disais, il est à côté de la plaque, il connaît pas ces rouages-là, je pense que le mec... même quand il est juste prof au Danemark, je pense dans une petite ville... et ça, il est juste intéressé par tout ce qu'il voit, c'est son art et la personne la plus importante qui peut prendre toutes les décisions un peu royales, du coup, c'est le président. Oui, parce que même quand, du coup, il y a le moment où... tout ce qui est ministre et tout. Le moment de la cohabitation, notamment, où le personnage joué par Xavier Dolan lui dit qu'on peut plus rien faire parce que il a perdu les élections. Et l'architecte lui dit, mais il est toujours président. Et il dit, alors pourquoi il a plus d'influence, c'est le président. Donc il y a une méconnaissance totale de la hiérarchie, de comment ça se passe en France. Et je trouve qu'il y a un petit côté, on va en parler dans le film d'après, dans Le Rebelle, où il y a aussi l'architecte, cette figure un petit peu individualiste de mon œuvre, de l'auteur un petit peu maudit, sans concession. Je trouve que, en fait, lui, il veut faire aucune concession, ce qui s'entend. Les concessions qu'on lui demande de faire sont purement économiques. Ah oui, tout à fait. Mais ça dénature l'esthétique de son œuvre. Et c'est de montrer à quel point c'est ridicule d'accepter ses croquis, et une fois de commencer les travaux, de dire ah bah non, on va pas faire ça, c'est trop cher, on va changer. Et c'est le premier coup de fil que Mitterrand lui passe, il lui dit oui, voilà, j'ai vu votre maquette, est-ce qu'on peut venir en parler?
Et il lui dit pourquoi, il dit il faudrait changer. Donc ça montre ce côté un petit peu et lui de comment il doit faire avec ça. Mais c'est vrai que ouais, comme je l'ai dit, c'est la deuxième partie du film où ça devient trop premier degré pour moi, où c'est vraiment trop artiste maudit. Je trouve que en ayant vu le Rebelle avant, on a quand même enfin l'influence est assez Ah oui, folle. totalement. Assez folle, je veux dire, c'est vraiment, on est dans quasiment le même type de, enfin, c'est le même type de personnage en tout cas. On n'est pas sur les mêmes enjeux. Non, on n'est pas sur les mêmes enjeux. Les réactions ne sont pas les mêmes. Mais Non, c'est pas pareil, mais le personnage en lui-même a quasiment la même façon de penser. Où il va à la fin, une fois que son œuvre, il se rend compte que son œuvre commence à être totalement dénaturée et qu'il perd le pouvoir dessus, il va démissionner parce que il ne veut pas laisser Oui, tout à fait. son nom là-dessus. Et ouais, le film déjà, on n'a pas parlé de ça. Le film est en 4 tiers, enfin est en format carré, comme le cube. Oui, bon, ça. Non, mais et c'est pas que ça me dérange, mais dès le début j'ai dit bon, on va avoir un truc. J'ai eu peur qu'on ait un film assez scolaire, et en fait je trouve que c'est un film qui est assez scolaire, qui est trop précis. Le film est très bien fait. Il est très bien découpé, il est très bien filmé. L'image est très belle. Esthétiquement, il y a quelque chose. Hein. Esthétiquement, c'est vraiment très beau. Le film fonctionne vraiment bien. Tous les comédiens sont bons. Les dialogues sont plutôt bien écrits. Et le film est plutôt haletant. Je trouve qu'il réussit quand même à nous tenir en haleine sur un truc où, bon, en vérité, le cube de la défense, Puis on sait qu'il va se terminer. Oui, on le voit, je le vois souvent, mais on sait qu'il va être fait, on sait pas dans quel état il va arriver, on sait pas. Mais il réussit quand même à nous tenir en haleine, et j'ai trouvé ça assez réussi. Je trouve qu'en termes de rythme, le film est très bon. J'avais eu un peu plus de mal avec Borgo, où je trouvais que le film avait quelques moments un petit peu, quelques ventres mous. Ok. Et je trouve que là, par contre, le film est vraiment ultra précis. Ça va droit au but. Mais ça manque quand même un petit peu comme le Rebelle. Finalement, je trouve un peu les mêmes qualités, les mêmes défauts. C'est que ça manque de gras. Je trouve qu'on est trop dans le. En fait, ça se sent quand j'ai vu après le film que Stéphane Demoustier avait bossé pour l'architecture, etc. Ça se sent que c'est un mec qui sait de quoi il parle. Ouais. Et on voit que ça le passionne, mais il y a des trucs, c'est pas très passionnant cinématographiquement, je trouve, dans l'architecture, notamment les petits cubes. On supprime les petits cubes. Bon. Est-ce qu'il y a vraiment 3 scènes à faire sur les petits cubes? Je sais pas, tu vois. Oui, non, mais après, je comprends pourquoi il les a faites. Oui, c'est plutôt pour appuyer sur le fait que. Oui, que son œuvre est dénaturée. Voilà. Mais après, est-ce que l'Arche de la Défense, commandée par le président Mitterrand, est vraiment une œuvre d'art Non, mais après, tu vois ça, ce que je veux dire? c'est chacun, bien sûr. Non, bien sûr. Mais je trouve qu'il répond pas assez à ces questions. Peut-être parce que le personnage ne se les pose pas. Et je trouve le film trop didactique, en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment la figure de l'artiste torturé face au roi Oui. tout-puissant qui lui donne les ordres. Le personnage de Swan Arlo qui est le mec qui veut que la technique. Tu vois, on a un peu technique versus art versus la bureaucratie. Et tout est un peu manichéen. Tu parlais de compromis, au final, personne fait vraiment de compromis. Le marbre. Ouais. Bah, tu vois, le marbre, en fait, c'est pas un compromis. C'est-à-dire qu'il dit, moi, je veux ce marbre. Tout le monde lui dit, ouais, c'est une mauvaise idée. Il dit, si on veut ce marbre, bon, ils prennent pas ce marbre. Et au final, ils ont pris un autre marbre. Ils ont pris un marbre gris, qui est infâme. Et qui, en plus, a vraiment eu des problèmes qui sont décrits dans le film. Voilà. Oui, ça a glissé. C'est même pas glissé, c'est qu'il y a eu des avec le temps, la pollution, c'était pas dingue. Peut-être que le marbre blanc aurait fait. Peut-être avait-il raison. Peut-être que Demoustier veut nous faire croire ça, je sais pas. Peut-être, ouais. Avec le Stadio Olimpico de Rome, par contre, lui ne glisse pas. Et non. Et pourtant, ils ont pas des chaussures différentes, les Italiens. Oh non. Mais c'est vrai qu'on les films sur l'architecture, il y en a eu pas mal. Il y a eu le Brutaliste un peu plus tôt dans l'année, dont on n'a pas pu vous parler dans ce podcast. Non, et dommage, parce qu'en plus on a des avis différents. Parce que qui pour le coup, et d'ailleurs il reprend la scène où il va voir le marbre à
Carrare, Alors il reprend, c'est C'est à un Carrare hasard. Oui, c'est Carrare. Oui, c'est un hasard, c'est le même plan. Mais c'est un hasard. Non, franchement. Non, mais après, il n'y a c'est pas vraiment 50 plans à faire, je rigole. Mais, mais oui, c'est exactement le même plan, c'est très marrant. oui, mais c'est un peu mon problème. Et C'est puis que... là, il n'y a pas une scène de Non, il n'y V-word a, qui pas, y a sert. pas une scène de viol, non. Mais en fait, j'ai... Tu sais, c'est un peu... j'avais vu une citation de... Enfin, pas une citation, mais en tout cas, j'avais entendu Jean-Baptiste Toré dire dans une interview, genre, les réalisateurs ont un peu comme devoir de regarder les films qui se sont faits avant eux pour proposer quelque chose de nouveau. Mhm. Et je suis assez d'accord avec ça. Je trouve que... Et en fait, faire un film sur l'architecture aujourd'hui qui ressemble autant aux Moi, je- rebelles de King Ouais, Vidor pour le coup, avec... Je trouve que c'est un peu... Bon... Alors, je pense les que ai ce qui- vus je pense quasiment en je même pense temps. que Donc... ce qui intéresse plus de Moustier là-dedans, c'est plus le personnage d'Otto, Oui, mais justement, plutôt c'est que le même. l'architecture réellement. Justement, le personnage d'Otto, c'est le personnage de... j'ai oublié le nom... Oui. Hank Croc. Hank Croc. Putain, on a encore ça recommence. Ça recommence. Mais c'est le même personnage. Enfin, c'est pas le même personnage, quasiment. Mais c'est un peu, oui, l'artiste maudit, envers et contre Oui, tous, qui ira jusqu'au tout à fait. boutiste, qui ne fera aucune concession et qui veut. Bon, on est vraiment pas sur le même personnage. Enfin, oui, Oui, mais on va en parler. cinématographiquement, c'est les mêmes Oui, buts, non, mais c'est ça, les oui. mêmes. Voilà, bref. Attends, le blaze, je l'ai. Howard Rourke. Howard Hawke. Rourke. Mais donc voilà, j'ai trouvé que ça manquait d'originalité un petit peu. J'ai trouvé que ça manquait un petit peu d'ambition, que ça manquait un petit peu de substance. Peut-être trop. Le film est trop parfait, j'ai envie de dire. Ça. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai plutôt bien apprécié et j'ai passé un beau moment. Après, on va pas se mentir, ce film, oui, il sera pas dans mon top de l'année et il sera assez rapidement oublié, mais un peu comme l'était Borgo d'ailleurs. Donc bon. Voilà. Oui, mais ça reste. Mais ça reste, pour moi, ça reste du un bon bon cinéma. Oui, film. je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Et on a dit un petit peu. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Mais Non. je pense avoir tout dit pour ma part. Bah, moi, Ce que j'avais de envie de même. dire. On peut remonter le temps Ah oui. jusqu'en 1949 pour Le Rebelle Le Rebelle. de King Vidor, réalisateur texan dont c'est le vrai nom. Il faut savoir qu'il s'appelle vraiment King. Oui, parce que j'avais regardé aussi par curiosité. C'est fou d'appeler son gamin un King quand même. C'est fou d'appeler son enfant King. Mais en Déjà, même temps, quelle bonne idée. commençons là-dessus. King Vidor, c'est peut-être le blaze qui ça envoie quoi. Ouais, j'avoue que ça va. Et bah figurez-vous que du coup le rebelle de King Vidor, c'est son 45e film. Non mais alors il a le record, Ouais. dans le Guinness Book du mec qui a fait des films sur la plus longue durée. Ouais, Je parce crois que qu'il c'est sur 80. Non, je sais pas, j'en sais rien combien de temps, mais c'est énorme. bah parce qu'il a commencé dans le muet forcément. Ah oui. Il a commencé avec énormément de films muets. C'est vrai qu'à l'époque aussi, ça tournait beaucoup plus. C'était plus. Les réalisateurs étaient un peu des artisans. On leur emmenait des scénarios et ils tournaient les films à l'appel. Et notamment intéressant ce film-là à mettre en parallèle avec la vie de King Vidor lui-même pour le coup. Parce que je pense que Stéphane de Moustier. Pardon, j'avais fait. Quoi? Bah, je pense que Stéphane de Moustier, bon, artiste maudit, j'ai pas l'impression qu'il le soit. J'ai Non, l'impression oui, que pour d'accord, la oui. famille de Moustier, tout va bien. Oui, je pense que ça va. Et voilà. Mais donc 45e film de King Vidor. Il faut savoir aussi que il a eu beaucoup de ses films précédents qui ont été mutilés par les productions. Il a souvent eu des problèmes pour faire les films comme il le voulait. On lui a souvent mis des concessions qu'il voulait pas. On a coupé ses Ouais. films. Bravo. Donc en fait, quand il tombe sur ce roman de l'horrible Ayn Rand, qui est donc la romancière qui a écrit donc le Rebelle, Ouais. qui est
une des plus grandes capitalistes de l'histoire, fan Ça du se voit dans le mythe. film. Ouais, bah oui, le mythe du rêve américain, de merde, comment, de l'homme fort, Ouais, l'homme fort, tout ça. de ouais. l'individualisme et du même presque du. Je crois qu'elle se revendiquait pas libertarienne, mais en tout cas, il y avait un peu de ça, Ah quoi. bah, clairement. C'est Oui, clairement. de l'homme sans l'État. Et donc, quand il tombe sur ce. Enfin, il tombe pas sur ce roman d'ailleurs. Le roman c'est le deuxième livre le C'est plus le vendu aux roman États-Unis. qui tombe sur lui comme Non. la pomme sur Newton. Non, c'est un truc de fou, c'est que c'est le deuxième. En tout cas, je sais pas, peut-être pas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était le deuxième livre le plus Ah vendu aux États-Unis derrière la Bible. Ok. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, Ah là là. c'est la religion et le capitalisme. Ah là là. Karl Marx adore, L'individualisme face au collectivisme. bien sûr. Et donc à ce moment-là, donc Hollywood, voyant qu'il y a un best-seller, décide de l'adapter en film. Et ils choisissent King Vidor comme réalisateur, et King Vidor qui, lui, voit ce film comme une opportunité. En tout cas, il se reconnaît dans le personnage de l'architecte, qui est un personnage, donc comme on le disait un petit peu, qui a envie, qui n'arrive pas à mettre en place l'œuvre qu'il veut, puisqu'il est sans cesse, on lui met sans cesse des bâtons dans les roues, etc. Donc il y a vraiment, lui, c'est vraiment le personnage de l'architecte qui l'intéresse. Ouais. Ayn Rand va écrire le scénario du film, donc elle va adapter son propre roman. Ça se voit. Ouais. Et lui, en fait, et c'est marrant parce que ça donne un film, je trouve, assez hybride, où on a vraiment deux visions différentes. T'as à la fois le film du réalisateur et à la fois le film de la romancière en même temps. Et je trouve que ça donne un film assez intéressant à regarder. Euh, J'avoue que je suis pas très. J'ai pas vu beaucoup de films anciens. C'est avec Gary Cooper d'ailleurs. C'est Gary Cooper, bien sûr, qui joue le On dit personnage Garogori, principal. mais Gary Cooper. Oui, c'est vrai. Et Patricia Neal, qui est un. Bon, bref. D'abord, je commence avec un mea culpa. Moi, Ouais. c'est vrai que. Non, mais les films des années 30, 40, 50, j'en ai pas vu beaucoup. J'avoue que c'est un peu ma lacune. J'ai un peu de mal avec la narration de l'époque, avec la réalisation de l'époque, etc. Surtout les films américains, où je trouve on a quand même une industrie trop présente, je trouve, Oui, dans les vieux films américains, en tout cas avant les années 50. Et donc j'ai vu aucun autre film de King Vidor, je me suis un peu renseigné sur sa vie. C'est quelqu'un qui a apparemment, il a réalisé un de ses plus grands films, c'est La Foule, en 1928, qui était pour le coup un film à l'exact opposé du Rebelle, qui était un film justement qui parlait du pouvoir du collectif, de la tout foule, à fait. etc. Donc j'ai pas envie de... Bon, je sais pas comment trop... T'as pas envie de lui faire un procès, mais Non, je le ferai. Bah après, je pense que, voilà, bon, est-ce que c'est vraiment notre place? Mais en tout cas, c'est... Le film est clairement une ode à l'individualisme. C'est un film qui adapte le roman. Il est écrit par la meuf qui a écrit le roman, qui a fini d'ailleurs au Tea Party aux États-Unis, qui est le parti réactionnaire, droite, très droite. Ça se voit. Oui. Et c'est un film qui est trop aussi. C'est trop. C'est-à-dire que vraiment tous les plans du film sont en contre-plongée. Tout va Ah très oui, vite. Tout est immense. La musique surprésente. La musique de Mike Steiner, pardon, qui est un compositeur qui était beaucoup dans le muet, et que c'est lui notamment, c'est ce gars qui a inventé, enfin pas qui a inventé, mais en tout cas qui était la figure de proue de ces musiques très orchestrales qui accompagnent les actions. Qui C'est-à-dire fonctionne bien que avec le muet, mais perso, moi, je déteste ce genre de musique, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les films muets. C'est où vraiment la musique accentue tout ce qui se passe, Oui, c'est-à-dire oui, que oui. vous allez avoir, je sais pas, une image en tête de Chaplin qui court, et il va tomber sur le gars qui le poursuit, et la musique va faire pain, Oui, il va oui, courir, oui, bien tin, sûr. pain, Oui. pain, va suivre Non, ces mais trucs. oui. Et là, en fait, c'est pareil, sauf que c'est mis Moi, dans j'ai pas de souci quand c'est avec le muet, mais quand, oui, sur les films parlants, c'est un souci. Et dans ce film, c'est un souci. Bah, après, je trouve que ça appuie quand même. Le film est tellement trop que. Mais c'est trop,
jusqu'à même, enfin même les acteurs, c'est trop. Enfin, je trouve que ça joue très mauvais, Ouais. de façon vraiment très mauvaise. Et c'est pareil, ils sont toujours dans la surréaction. Enfin, c'est très particulier parce qu'on a l'impression que qu'on sort du muet, quoi. Ouais. Sauf que le muet, enfin, ça fait déjà quelques bonnes années qu'on est sur du cinéma parlant. Donc je sais pas, il y a un côté assez bizarre par rapport à ça. Ouais, bah, après, c'est peut-être aussi la façon de faire de King Vidor, qui avait Ouais, envie de faire un grand film démesuré, à l'instar de la ville de New York, quoi. De avec créer un espèce de... avec un bon héros américain. Ouais, oui, vraiment, le héros américain par excellence, qui va réussir, contre toute attente, seul face à la pression La populaire. méritocratie. Voilà. Mais donc c'est un truc que j'avais noté sur le film et qui est un peu aussi, on en parlait un petit peu dans l'Inconnu de la Grande Arche, c'est que c'est un film qui a très peu de... on voit très peu déjà le personnage de Gary Cooper travailler, on ne voit jamais dessiner. C'est Et je vrai. trouve qu'il y a un côté un petit peu mépris du travail dans ce film. Enfin, c'est un petit peu la figure du génie Oui, qui n'a pas tout besoin à et fait. qui va jamais se salir les mains et qui notamment par exemple on voit jamais de chantier dans le film, c'est-à-dire il a une idée d'un bâtiment, pop, le plan d'après le bâtiment est érigé sans qu'on ait il y a beaucoup d'ellipses dans le Oui, film, oui, tout à on fait. voit jamais les travaux, on voit jamais bon là du coup dans l'inconnu de la Grande Arche on le voit aller en Italie pour chercher le marbre, Bah, il y a un tester les côté plus matériaux. matériel, Ouais, voilà. même il y a quand même des moments de construction, il y a des plans sur la construction Oui. dans l'arche, et il y a même des scènes qui se déroulent sur le chantier, quoi. Enfin, déjà, rien que ça, ça pose déjà matériellement les Oui, choses, alors quoi. que là, on va direct. En fait, tout le film, chaque scène, on est au cœur de l'action. Oui, Je disais que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de gras dans l'inconnu de la Grande Arche. Là, il y en a zéro. C'est-à-dire que chaque scène est signifiante. T'arrives dans un plan, ils sont déjà en train de hurler. Ça finit, le plan d'après, il y a un gratte-ciel qui pop, un autre truc. Donc ouais, c'est un film qui est compliqué. Enfin, faut suivre la cadence, quoi. Ça peut. Moi, j'avoue que ça m'a un peu déstabilisé au début, mais j'ai quand même pris un peu de plaisir à être dans cette espèce de course effrénée du film, quoi. C'est-à-dire que ok. les années passent, les gens changent. Elle est mariée avec l'autre, puis ils divorcent, puis Ouais, la scène mais d'après, ils sont ensemble, et après, hop, il y a un oh, bâtiment, et l'autre. la relation amoureuse là, elle est catastrophique. Enfin, au niveau écriture, enfin, Ah, moi, je trouve que justement, si mauvais. je trouve que le personnage de Patricia Neal, c'est vraiment un personnage féminin intéressant, je trouve. Je trouve qu'elle est vraiment dans un, c'est surtout que le film est vieux. Enfin, le film a quasiment 80 ans. 80 ans. Le film a 80 ans. Je trouve qu'on est sur un personnage féminin qui est vraiment qui va être active en tout cas dans son histoire. Là où à l'époque les personnages féminins étaient vraiment des personnages passifs qui Là-dessus, oui. servaient uniquement de love interest. Là, elle est totalement love interest, mais après c'est aussi l'époque, c'est-à-dire que sa manière d'agir, c'est de voilà, marier les bonnes personnes pour faire en sorte que machin puisse faire avancer ses idées. Mais moi, Oui, bon. Oui. mais moi je trouve que justement elle a un côté très, elle est quand même très femme forte quoi. Elle joue un peu de tous les. Ça, je suis d'accord. Moi, c'est vraiment sur la relation pure avec le Hmm. personnage de Gary Cooper que je trouve. Et toi t'as détesté le film. J'ai détesté le film. On peut dire le mot détestation. Enfin, même pas, c'est même pas détesté, c'est juste. Le film ne m'a pas pris. Je me suis pas accroché à des points positifs du film. Ici, je disais que j'avais pas trop à cerner le personnage de Otto, dans l'inconnu de la Grande Arche. Même si, voilà. Là, au moins, on cerne très bien le personnage parce que directement, on sait très vite de qui il s'agit. Donc, joué par Gary Cooper, hein, qui est un individualiste assez grotesque. Et
En fait, moi, le parti pris du film est assez particulier. Au moins dans l'inconnu, le fait qu'il abandonne le projet, le personnage d'Otto, bah, ça n'a pas vraiment de répercussions. Ça n'a pas de répercussions du tout d'ailleurs. Ouais. C'est un bâtiment qui est voué à créer des bureaux. Enfin, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, on en a pas parlé, mais même visuellement, Oui. enfin, l'Arche de la Défense, c'est pas architecturalement parlant l'édifice que je préfère dans Paris, même loin de là. C'est Respect. pas, je trouve pas ça très beau. Quoi, tu trouves ça Bah, c'est impressionnant ce grand cube là. putain, avec ses bords lisses. Avec ses bords lisses. Putain, non, je sais pas, ça, bon, bref. Et donc vraiment, donc l'Arche, c'est vraiment un endroit pour un monument pour les bureaucrates et voilà. Là, dans le Rebelle, l'architecte qui du coup qui n'est pas content de la dénaturation de son œuvre, enfin de son projet, il fait quoi? Bah, il fait exploser le bâtiment. Oui. Ce qui est complètement, ce parti pris est assez dingue parce qu'en plus là, pour le coup, ça a des répercussions parce que le bâtiment est voué à créer des logements sociaux. Oui. Et c'est limite. Et si Ah non. Pas ça. s'il fait exploser le bâtiment, c'est juste parce qu'il rajoute des balcons. Ouais. Enfin, je trouve ça quand même extraordinaire. Et le parti pris déjà de l'écrivaine, donc scénariste, et du cinéaste, d'aller là-dessus, waouh. Je suis, en fait, ça aurait du sens et ça me dérangerait pas s'il y a pas ce qu'il y a après dans le film, donc après cette séquence. Du coup, il y a un procès de l'architecte par rapport à ce qu'il fait. Et là, pendant le procès, l'architecte a un monologue sur l'individualisme qui est bien meilleur que le collectivisme. C'est un monologue de 6 minutes et à l'époque, je crois que c'est le monologue le plus long de l'histoire du cinéma à l'époque. Et les Bravo. producteurs ont eu très peur en disant mais non, ce monologue, on n'est pas sûr. Et ils ont 1949, États-Unis. Ouais. Mais donc là, on est clairement sur un discours, on est sur de l'anticommunisme pur. Enfin, les États-Unis, voilà. C'est Et même plus que de l'anticommunisme. oui, non, mais ça va plus loin, bien sûr. Mais C'est du capitalisme. Il faut respecter. Il dit un truc qui est grotesque. Et enfin, c'est fou qu'il y ait des gens qui croient vraiment à ça. Où il dit les États-Unis se sont construits grâce aux hommes forts. Enfin, mais ça pourrait. En fait, il dit les États-Unis se sont construits parce qu'à un moment donné, il y a eu un homme qui s'est levé et qui a fait quelque chose qui est totalement faux. Les Mais- États-Unis. Et en mais plus, ce que je trouve dramatique dans ce. Bon, après, c'est Cette le séquence. film, mais c'est le personnage. Tu vois, moi, je trouve que. Bon, je vais aller au bout de mon point d'abord. C'est qu'on a notamment à cette époque-là des réalisateurs comme John Ford qui, justement, au début de leur œuvre, donc on va dire années 20, film muet, et justement, prenons John Ford, parce que John Ford, King Oui, Vidor c'est font des oui. films sur la même période, et ils ont une trajectoire totalement inversée. Je disais tout à l'heure Totalement. que King Vidor avait commencé avec des films, on va dire, voilà, le film La Foule, qui est un film sur le collectif, sur l'importance, machin, finit avec un film comme Le Rebelle, là où John Ford commence avec des films totalement propagande, il faut tuer les Indiens et vive l'Amérique, à finir sur des films comme... Oui, mince, ah non, c'est pas, je l'ai vu il y a pas longtemps. Bon, mais même La Prisonnière du Oui. désert, il y a de ça aussi, Oui. c'est pas celui-là que je voulais parler, mais dans La Prisonnière du désert, on a ça, c'est-à-dire que le film se termine en disant, bon, bah, en fait, pour créer l'Amérique, on a besoin que tout le monde soit là, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des familles où t'as un natif américain, des immigrés irlandais, enfin des WASP, Oui. quoi. C'est-à-dire que et tout le monde doit faire famille, doit faire collectif pour construire le pays et avancer ensemble. Là où le rebelle nous dit l'inverse, que sera créée par un mec qui un jour va avoir une idée et va mettre en Mais place. parce que c'est un génie. Voilà, c'est ça. Mais moi, après, cette scène de procès et ce monologue me dérangerait pas si le cinéaste avait un regard critique sur ce personnage, ce qui ne l'a jamais, au point où
là, c'est là que ça devient encore plus grotesque à la fin, c'est que le procès est gagné par l'architecte. Oui. C'est bon, vous êtes un génie, on est d'accord, vous avez fait exploser des logements sociaux, c'est pas grave, ok. Et Il y avait personne dedans, je précise. oui, mais bon. Et les scènes finales, c'est le héros, c'est la scène du héros, avec ce plan. Ouais, mais la scène finale, elle est banger. Non, alors Non, mais esthétiquement, elle il y a est quelque folle. chose, mais ce que ça veut dire, c'est Mais une après, dinguerie. il faut remettre en contexte aussi sur le fait que, je dis pas ça pour défendre ni attaquer le film, mais je remets juste un truc en place, c'est que le film est sorti à l'époque du Code Haines, donc de la censure américaine. Oui. Le roman dont le film est adapté, c'est très très dur dedans. Il y avait plein de personnages, il y avait beaucoup de violence, beaucoup de sexe. Donc le film fait beaucoup de métaphores sexuelles, Oui, ça, oui, là-dessus. un petit peu explicite quand même, et notamment voilà, on a la scène de fin où c'est vraiment le personnage de Gary Cooper qui est dans un ascenseur qui monte à toute vitesse vers du coup Patricia Neal qui est en haut, et on a cette espèce de métaphore phallique. De toute façon, tout le film c'est ça. Moi, en fait, je sais pas s'il a un regard critique ou si c'est moi qui interprète, mais je trouve qu'il y a quand même un côté dans le film où je parlais que c'est toujours trop. Je pense que le film prend en charge quand même la délusion, les illusions de grandeur du personnage, quoi. Cette espèce de mégalomanie absurde. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est un film un petit peu hybride. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments où je peux pas penser que le film ne montre pas un homme qui abuse, qui va trop loin, qui est trop jusqu'au boutiste, qui en perd la raison totalement. Alors le fait est que tout ça est démonté par les 20 dernières minutes. mais non, parce que en fait, qui gagne ou pas, ça c'est la romancière. En tout cas, enfin c'est dans l'histoire de base. Donc en fait, il va pas changer la fin. Mais par contre, je trouve que c'est un film qui est double parce qu'il y a des moments où, contrairement à L'inconnu de la Grande Arche, qui peut-être a un message plus qui n'a pas un message, en tout cas qui n'a pas une volonté de faire passer un message individualiste, ultra-capitaliste, etc., là où le rebelle avait ce but-là, bah, je trouve qu'il y a des moments où le film est beaucoup plus critique de son personnage que L'inconnu de la Grande Arche n'est critique avec Otto, où on le filme premier degré comme un artiste tourmenté, là où dans Le Rebelle, parfois il lui arrive des choses qui méritent, c'est-à-dire que ouais, pour des petits changements, il ne le fait pas, c'est absurde. Il y a même un moment du film au début où il dit il me reste 4 dollars et du coup son ami entre guillemets lui prête de l'argent, il dit non, j'en ai pas besoin. Où c'est absurde, c'est une dignité qui est ridicule, qui est mal placée, un ego surdimensionné. Et je trouve qu'il y a des moments comme ça où le film prend en charge ce côté-là. Alors certes, la fin est... Enfin, ce monologue de 6 minutes est assez dingue, mais en même temps, le fait que le monologue dure 6 minutes, que ce soit aussi long, qui véhicule autant d'idées. Gary Cooper, à l'époque, en plus, c'est un acteur qui parle très peu. Enfin, c'est plutôt dans les acteurs mutiques qui n'ont pas l'habitude de beaucoup parler. Dans le film, pareil, il dit pas beaucoup de mots. C'est un gars qui subit souvent ce qui lui arrive et qui va balancer 2-3 punchlines par-ci par-là. Notamment une très bonne scène avec le critique d'art à un moment donné vers la fin, le mec qui a pas arrêté de lui jeter de la boue dessus en disant que c'était de la merde, il se rencontre et lui dit mais vous vous êtes jamais demandé pourquoi je m'étais donné tant de mal pendant toutes ces années à mal vous parler. Et Gary Cooper lui dit vous savez je ne pense jamais à vous. Qui a un truc un petit peu voilà, il y a quand même il y a des bonnes scènes dans le film. Et aussi, je trouve que c'est un film qui est pas réaliste, contrairement à L'inconnu de la Grande Arche. C'est un film qui est totalement... c'est limite expressionniste. La scène du début, l'introduction du film, les 5 premières minutes, on a plusieurs scènes où ce sont des personnages qui parlent à Gary Cooper. Gary Cooper est au premier plan de la scène, que tel une ombre. On dirait M. le Maudit, quoi. Oui. Non, mais ça, formellement, j'aime beaucoup, d'ailleurs. Et ouais, tout le film, et c'est pour ça que, tu vois, quand il fait exploser son bâtiment à la fin,
c'est plus symbolique que réaliste, c'est-à-dire que oui, il fait exploser des logements sociaux, mais il fait pas vraiment exploser des logements sociaux, c'est un archétype qui fait exploser une idée, Ouais, quoi. ok, mais le spectateur, il va voir. Il fait péter un bâtiment qui était voué à des logements sociaux. Mm. Juste après, il y a un procès pour ça. Et il arrive à expliquer pourquoi il le fait. Et ça fonctionne. Oui, mais est-ce que ça fonctionnerait pas dans l'Amérique Ah, mais bien sûr. Donc, Mais... est-ce qu'il y a pas une... Voilà, il y a une espèce aussi... Peut-être que le film, malgré lui, je trouve qu'il est intéressant à regarder aujourd'hui, parce qu'il montre une espèce d'époque de l'Amérique qui était complètement délulue, Ah, bah, pour utiliser les termes scientifiques, qui se pensait Clairement. vraiment capable de conquérir le monde. Ils avaient gagné la guerre, quoi. Ils avaient gagné la guerre, ils étaient au-dessus de tout le monde, ils faisaient des bâtiments de 500 mètres. Tu vois, c'est fou de se dire qu'à ce moment-là, à un moment où le film est fait, ils sont même pas encore allés dans l'espace, mais ils ont déjà cette envie de démesure, de grandeur, c'est Oui, le bien sûr. début, c'est la grande époque du capitalisme, quoi. Et du coup, je trouve que ce film, à regarder maintenant avec un œil critique, c'est ultra intéressant. Parce que justement, le fait qu'il n'y ait pas de regard critique sur cette fin, ça donne un truc ça pourrait presque être une parodie, en fait. De Bah, dire que, oui, totalement. tu vois, de dire que Mais c'était une parodie, il aurait sûrement pas laissé un monologue de 6 minutes. Mais oui, totalement. ben, ce côté... Non, peut-être qu'il l'a pas... Mais ses intentions, en fait... L'enfer est pavé de bonnes intentions. Qu'il ait des mauvaises intentions, qu'il ait des bonnes intentions, on s'en fout. Au final, c'est comment tu réagis à l'œuvre qui est devant toi. Et je trouve que il l'a fait avec assez de... Malgré tout... euh, pas objectivité, mais en tout cas, je veux dire... Je trouve que dans la réal, il a laissé une porte, enfin peut-être pas une porte, une Oui. petite fenêtre Bah, vraiment petite. de critique, là où, oui, effectivement, le roman, je l'ai pas lu, mais d'après ce que j'en ai compris, Oui, c'est n'a pas de... Voilà la un grand nuance. homme. Et d'ailleurs, c'est inspiré d'un architecte, j'ai oublié le nom, évidemment. Ah oui. Ça se saurait si je bossais. Oui. Non. J'ai oublié aussi. Mais on l'embrasse. Mais inspiré d'un réalisateur, d'un architecte qui a réellement existé et qui était un peu aussi dans ce truc. Mais de toute façon, pour être euh, les grands architectes, les grands réalisateurs de cette époque-là, c'est un petit peu cet ego surdimensionné. Mais ouais, mais en Même, plus, il y avait un sujet il y aurait pu avoir un sujet sur un truc réel sur, bah, à l'époque, ils continuent à construire des bâtiments, même des gratte-ciel, avec un style ancien, alors que ben, l'architecture, elle va peut-être se tourner sur des trucs plus contemporains, plus modernes. le film Et c'est parle ce de qui va ça, se passer justement. après. Ouais, C'est pas justement, vraiment. en fait, lui est un innovateur, justement. C'est-à-dire que tout le monde fait, les appels d'offres qu'on lui fait réclament des gratte-ciel dans le style qui sont inspirés d'eux, et lui Oui. veut aller de l'avant, veut faire quelque chose de nouveau, veut créer. Il y a quand même une pulsion créatrice, et je trouve qu'il y a quand même un panache. Tout n'est pas à jeter. Je trouve qu'il y a quand même des trucs Non, mais bien intéressants. sûr qu'il y a des Et choses certes, c'est intéressantes. individualisme, machin. On est dans un podcast qui s'appelle Drapeau Rouge. Mais à un moment donné, on est face à une œuvre d'art et il y a des trucs. Tu vois, parfois, la foule. J'ai dit, je travaille au Max Linder et il y a des gens qui sont venus voir qui sont venus voir un film hier et il y avait personne. Ok. Et ils m'ont dit, ah, mais il y a personne, le film est nul, on n'aurait pas dû prendre des places. Et j'ai dit, mais le public n'a pas toujours raison. Et effectivement, la Oui, foule totalement. pour tout. C'était quel film, par curiosité? Pour le coup, c'était Springsteen, je l'ai pas vu. Ah oui, non. Moi, j'ai dit ça pour faire tenir le. Mais Thierry Frémaux adore Springsteen, donc... Ah, bah Thierry, on adore, tu vois. Non, mais je pense qu'il y a quand même un regard critique intéressant. Il y a une place pour. Effectivement, parfois la foule est mauvaise, quoi. Parfois, Oui, il y a une totalement. alors là, il y a un côté très jusqu'à faire que des logements sociaux ce soit quelque chose de sacrilège et honteux de créer des logements sociaux. Donc on est dans un truc qui va beaucoup trop loin. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir parfois, notamment dans l'art, où on va, ça se voit encore aujourd'hui, où quand il y a des gens qui essayent de faire des films un petit peu novateurs, on leur dit non, ils se prennent des bâtons dans les roues, on leur dit ah mais ça c'est trop radical, faut changer ça. Le public veut tout le temps le même style de film.
le public veut tout le temps les mêmes films, les mêmes bâtiments, les mêmes trucs. Donc moi, de ce côté-là, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le film à creuser, et je trouve qu'il creuse assez bien cette partie-là. Malheureusement, c'est vrai il manque de dualité sur son traitement de la foule, Oui. quoi. Où c'est Oui. vraiment la plèbe est stupide, et je vais aller à l'encontre de tout le monde pour faire mon propre truc parce que je suis un génie. Faut pas me parler, faut rien me dire, je sais tout. Tu parlais de mépris pour la Grande Arche, mais le mépris, c'est rien à côté de, Ah mais oui, bien sûr. à côté du rebelle. Bien sûr, mais après moi je le comprends aussi en remettant dans le contexte du réalisateur qui pendant 30 ans de sa vie a dû faire face à des producteurs et des avis du public désastreux qui ont dénaturé ses œuvres et qui du coup est peut-être un petit peu aigri à ce moment-là et veut faire un film pour se venger. Moi j'aime bien les films qui ont du le mot anglais c'est spite. Hein, qui sont faits avec une espèce d'envie de vengeance, tu vois, Oui, un truc un petit peu... J'ai un background. Un quoi? J'ai un background. Oui, voilà. Ouais, mais tu vois, des films où on les fait pas parce qu'on est énervé contre quelque chose et du Oui, coup, oui. bam, il t'envoie ça à la gueule et c'est limite provocateur, en fait. Et il y a un côté provoque dans le film qui m'intéresse. Je suis pas d'accord avec 80% des idées qu'il véhicule, mais j'avoue que cinématographiquement, ça m'a Ouais, non, enthousiasmé même- sur certains moments. Même cinématographiquement, il m'a pas eu. Mais- Ouais, pourtant, il y a quand même... Non, mais qu'il y ait des belles séquences, qui ait des bonnes idées, ça je dis pas le contraire, mais Je trouve que le film est vivant, quoi. C'est un truc que je reproche beaucoup aux films des années 40-50 que j'ai vus, c'est que c'est des films où tu sens le studio, tu sens que le film a été tourné très rapidement, machin. Mhm. Là, je trouve que le film il y a vraiment de la vie dans le film, quoi. C'est-à-dire que c'est... Ouais. Même souvent trop, hein. Comme on l'a dit au début, souvent trop, mais ouais, moi, Ok, je suis plutôt positif. pas moi. Ben voilà. Regarde. Mais en tout cas, regardez. Mais ouais, faites-vous votre et- propre avis, regardez des films, regardez Le Rebelle. Et c'était cool de parler d'un film, pour le coup, un peu plus vieux pour la Ouais. première fois dans le podcast. C'est vrai qu'on est parti un peu plus loin, mais on peut encore partir plus loin, Oui. On On va le faire fera. l'arrivée en gare. à La Ciotat. Voilà. La semaine prochaine. Et on enregistrera en direct de La Ciotat. Tout à fait. À la gare, même, où ça a été tourné. Mais voilà, on peut boucler cet épisode. Complètement. Comme, c'est pas trop des films qui vont appeler du public, on vous encourage, si vous l'avez aimé, à mettre 5 étoiles et à vous abonner et à commenter. Et voilà, si ça vous plaît un petit peu, ce genre de petits retours en arrière, ou voilà. Exactement. N'hésitez pas à soutenir Drapeau Rouge Podcast aussi sur Soutenez-nous. Instagram, partout. Suivez-nous, C'est- abonnez-vous. Bon courage pour cette sombre période de novembre où les jours se raccourcissent et où la C'est terrible. température baisse. On enregistre 18h, il fait nuit, C'est catastrophique. Voilà. Mais on est là et bientôt la fin du solstice d'hiver, si Dieu veut. Au revoir. Allez, générique, ciao.